Voilà, ils ont entré à crypte et pas Louis XIV bakunda ye awa toza na baninga baplaque yango bankumu na bango awa toza na kati ya crypte. Voilà, ça c'est ma collègue Christina, journaliste polonaise. Pourquoi la ville s'appelle Saint-Denis? Eh bien, c'est en hommage à l'évêque Denis, qui est mort ici, mais dont je vous conterai l'histoire à l'intérieur devant l'endroit où il aurait été inhumé au IIIe siècle. Voilà, ça vous convient? Bilili ya dynastie na mboka pe toza na dynastie na biso, dynastie ya Balunda, dynastie ya Ndonga Nkenge. Voilà, donc c'est ma collègue qui sort de la crypte. Bon, au pe plaque ya dynastie nyonso et ya France, hein. Donc il y a troisième dynastie. Bon, nalanda baninga tozaka na kati ya basilique mata marche. Donc bolinga histoire ya biso moko ya bana mboka ya bankumu na biso ndenge baza kokata bato bamitukuna na ba extrémiste tuti rwandais makambo ya ba amnistie wana il faut ici là, donc il faut bafuta. Bon, awa entrer à crypte, hein. Bon, et pas ba mikwa na kati awa ba mikwa ya ba roi na bango na ba reine na bango ezali. Ce que je voudrais, oui. Mais c'est en fait on dirait qu'il quand on fait une visite ici, parce que les lieux sont vastes, on est un peu saisi quand même par la monumentalité de cet endroit, je trouve. Souvent je sépare la visite en deux thématiques. Il y a la thématique architecturale que j'évoquerai plutôt en fait aujourd'hui à la sortie dans la nef. Et puis la thématique plus liée à la monarchie et à la nécropole royale qu'on évoque ici dans cette partie qui, vous le voyez, est une partie muséographique. Donc c'est assez rare dans les églises en France, mais cette partie est payante, c'est comme un musée. Hein, et le monument est géré par le CMN, le Centre des Monuments Nationaux. Donc c'est un monument public. Aujourd'hui, il ne fait pas très froid, mais une petite anecdote, en hiver, c'est le monument le plus froid de Paris avec le Panthéon. Donc quand on a des groupes, on leur dit toujours bien se chausser parce que vraiment ça peut être éprouvant, 2 heures de visite, vous allez voir, il ne fait pas très chaud. Comme vous me demandiez tout à l'heure, Saint-Denis, en effet, pourquoi Saint-Denis? C'est en hommage à ce saint qui était venu de Grèce au IIIe siècle avant Jésus-Christ pour évangéliser la religion chrétienne, parisienne, pardon, je vous en parlerai dans la crypte. Ici, on est dans la partie de l'église qui s'appelle le transept, hein, les églises étant ayant des plans en forme de croix. La nef est dans la partie la plus longue, et puis les 2 bras de la croix sont le transept. Et c'est dans ce transept et cette croisée du transept qu'étaient disposés à l'origine tous les tombeaux. Dont vous voyez déjà quelques exemples. À Saint-Denis, d'un point de vue architectural, et c'est d'ici qu'on aura la vue la plus belle, évidemment, c'est un des premiers édifices religieux gothiques en France. Un des premiers, hein, parce que c'est toujours difficile de dire c'est celui-là qu'on va appeler gothique. Et le gothique se caractérise par plusieurs choses, et notamment par l'ouverture des baies et qui sont ornées par de grandes roses en vitraux. Ça, c'était une nouveauté. Et la première des roses, en fait, apparaît à Saint-Denis au XIIe siècle, mais dans la façade. Donc, on ne la voit pas d'ici, on ne la voit pas parce qu'elle est cachée. Mais en tout cas, il y a 2 grandes roses qui ont été restaurées en plus ici, surtout la rose sud, là, qui permettent évidemment un éclairage presque divin, hein, dans les lieux. Et c'est vraiment, ces roses peuvent avoir des diamètres de 28 mètres. Hein, donc le sens des proportions est complètement perdu, hein, dans ces églises. 28 mètres, c'est un immeuble de 4 étages.
qu'elle consacrait toujours la rose sud au Nouveau Testament et la rose nord à l'Ancien Testament. Donc si on parle ici de l'Ancien Testament, cette rose bleue, c'est un arbre de Jessé qui est des deux axes. Ici à Saint-Denis, on a une flèche, mais elle était plutôt sur la façade ici. Alors je vous ai ramené un petit dessin pour vous montrer. Hop là, voilà. Donc là, elle ressemblait à ça en fait à l'origine, la basilique. Et si vous la regardez aujourd'hui, vous voyez bien qu'il manque une partie. Il manque cette flèche ici. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, on sait qu'elle a été construite à la fin du XIIe siècle à peu près. On n'a pas exactement la date, mais fin XIIe siècle, début XIIIe siècle, elle a été construite. Pourquoi est-ce qu'elle a été construite? Alors déjà, il faut savoir que cette façade-là, elle est révolutionnaire pour son époque, parce que l'abbé Sugère, qui est l'abbé, un des grands abbés de Saint-Denis, va introduire un nouveau style qu'on va appeler plus tard, a posteriori, le style gothique, et donc qui permet de monter très très haut, de faire des édifices qui montent comme ça. Donc cette façade à 2 tours déjà, même sans compter la flèche, elle est déjà révolutionnaire pour son époque. C'est elle qui va inspirer Notre-Dame, qu'on connaît bien. Mais la première avec 2 tours, c'est la nôtre quand même, on vient de dire quand même. Et donc ils vont construire après cette flèche ici. Pourquoi ils la construisent? Alors il y a beaucoup de raisons différentes. Une des plus importantes, c'est quand même de montrer que c'est un symbole ça coûte très très cher en fait de construire ça. Et donc ça montre bien qu'on a de l'argent ici et qu'on est quand même une abbaye assez puissante, royale. Voilà. Donc c'est un symbole de pouvoir, de pouvoir faire cette grande flèche ici qui monte. Et puis c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un moyen pour les pèlerins qui viennent voir Saint-Denis ici, qui viennent sur la tombe de Saint-Denis. On peut la voir de très très loin puisqu'elle monte à 90 mètres de hauteur à peu près. Donc il faut imaginer qu'évidemment on n'a aucun building autour à l'époque, on n'a rien qui monte plus haut que des petites maisons. Donc ça se voit de très très loin en fait. C'était vraiment le monument le plus haut d'Île-de-France jusqu'à la construction des Invalides. Donc vous voyez que ça a duré un petit moment, c'était un vrai point de repère. Et donc qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre flèche? Eh ben, elle a été alors, probablement plusieurs fois remaniée, ça c'est possible. On est en train de découvrir avec les fouilles archéologiques ici différentes étapes, je vous en parle juste après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 1837, elle a été touchée par la foudre, ici. Et donc, il y a des lézards qui ont commencé à apparaître sur la flèche, ici, sur cette partie-là. Donc, l'architecte, qui s'appelle François Debré, à l'époque, va la démonter et la remonter en entier. Donc, en 1837, on sait qu'elle est une première fois quasiment entièrement renouvelée. Donc, les pierres qu'il y avait là, c'était des pierres du 19e siècle. Du coup, on les change à ce moment-là, en 1837. Et puis après, quelques années plus tard, en 1845, va passer une petite tornade. Alors, on n'est pas en Arizona, c'est pas des voilà, mais c'est des vents très très violents qui vont fragiliser un peu plus l'édifice. On sait qu'il y a plusieurs clochers en Île-de-France qui vont tomber à ce moment-là. Sur la basilique, ça a des effets un peu dévastateurs, c'est-à-dire que les lézards qu'on avait vus ici, elles vont réapparaître et là, elles vont carrément descendre jusqu'en bas de la tour. Donc, on change d'architecte. C'est un architecte très connu qui s'appelle Viollet-le-Duc qui va reprendre la main sur le chantier et qui va décider de démonter déjà dans un premier temps la flèche pour être sûr qu'elle ne s'effondre pas sur les gens qui passent en dessous, quand même mieux. Et il va même faire descendre la tour en dessous qui est elle aussi fragilisée. Donc en fait, on va enlever toute cette partie-là en 1845-46. Tout est démonté par mesure de sécurité. J'insiste sur le fait que c'est démonté parce que ça a une importance pour nous. Parce que l'idée c'était de démonter par sécurité pour pouvoir le remonter après. C'était pas pour l'enlever définitivement, c'était vraiment pour pouvoir la remonter. Ce qui veut dire que les architectes, autant François Debré en 1837 que Viollet-le-Duc après, ils vont faire plein de relevés très 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 précis de la tour pour pouvoir la reconstruire après. Et ces plans, on les a toujours, ils sont conservés et c'est ce qui nous permet aujourd'hui enfin de pouvoir, 175 ans après, terminer le projet de Viollet-le-Duc et remonter la tour qui est absente depuis un peu plus de 170 ans maintenant à Saint-Denis. Voilà. À la fin, je suis archéologue au département de la Seine-Saint-Denis. La fouille a commencé au mois de juin, et en fait il s'agit d'un groupement d'opérateurs. Donc ça veut dire que la fouille est réalisée par une équipe qui est constituée de 3 institutions différentes, le département de la Seine-Saint-Denis, une unité, donc la ville de Saint-Denis, et un organisme national qui s'appelle l'INRAP. Chacun prenant une part du travail. On travaille ensemble, hein, l'équipe est une équipe forme une unité en elle-même, mais chacun selon ses spécialités. Moi par exemple, je m'occupe plutôt des problèmes de bâti, de sarcophage, des choses comme ça. L'INRAP s'occupera plutôt des problèmes d'archéo-anthropologie, c'est-à-dire l'étude des squelettes. L'unité évidemment a une connaissance de base de l'ensemble de la basilique et du terrain et le rapport entre le cimetière, la basilique et la ville. Voilà, donc on a commencé la fouille au mois de juin dans le cadre de la consolidation des fondations et
des murs du massif occidental préalable à la reconstruction de la flèche. Et on devrait terminer dans le premier trimestre 2023. En janvier ou février. Janvier si tout va bien, février s'il y a un peu de tirage de difficulté calendaire. Les vestiges qu'on a mis au jour sont essentiellement liés au cimetière qui se trouve ici avant la construction du massif occidental et qui est en fait généré par la présence de l'église. L'église est construite à partir du IVe siècle, enfin le premier édifice au IVe siècle. Il y a plusieurs évidemment reconstructions successives. Au XIIe siècle, l'abbé Suger construit le massif occidental et donc de 1137 à 1140 et le massif occidental donc, qui produira la flèche qui va être reconstruite dans le courant du XIIIe siècle. C'est-à-dire qu'à la mort de Suger, on a à peu près cette morphologie-là de façade. La flèche est construite dans le courant du XIIIe siècle et elle est démolie en 1830, en 1847, démolition de la flèche. À la suite d'un accident, de la foudre, voilà. Et si la foudre de 1836 a provoqué autant de dommages, c'est parce qu'en réalité, l'édifice, ça fait déjà 6 siècles d'existence. Et c'était certainement pas la première fois qu'il y avait la foudre, que la foudre s'abattait sur la flèche. Et donc ça n'est jamais que la conséquence de défauts d'entretien qui ont perduré dans le temps long. Voilà, donc ce qu'on a trouvé correspond essentiellement au niveau du cimetière. Le cimetière qui est installé à partir du IVe siècle dans la partie est vers le sanctuaire. Et puis dans le secteur ici, on est un petit peu éloigné du sanctuaire à partir du 5e. C'est le cimetière des nobles. Alors, c'est un cimetière très complexe parce qu'en fait, il est associé à plusieurs choses. Pendant le Haut Moyen-Âge, au tout début, il est essentiellement associé à l'église. Et donc, sont enterrés auprès de l'église des gens dont le statut le permet, c'est-à-dire essentiellement des ecclésiastiques et des aristocrates. Au fur et à mesure, avec le temps, ça devient d'abord un cimetière monastique, d'une part un cimetière monastique, mais aussi avec le développement de la ville, aussi un cimetière urbain. Ce qui fait que rapidement, en fait, tout va se mélanger. On va avoir à la fois des aristocrates, des ecclésiastiques, et puis des moines, et puis les gens de la ville qui viennent dans le cimetière, et tout ça est finalement très mélangé. Il est probable que, même pour le Moyen-Âge ici, on soit sur un secteur d'animation plutôt monastique, puisqu'on a très peu de mobilier dans les tombes, et que ça c'est plutôt associé, pour le Haut Moyen-Âge en tout cas, plutôt associé à des statuts religieux qui recherchent plutôt l'humilité que le paraître. Alors que les tombes aristocratiques, on le sait, au Moyen-Âge, en général, il y a toujours des éléments de parure, parce que c'est des sépultures habillées. Donc on va retrouver les boucliers de ceinture, les boucliers de chaussures, les cordes à cheveux, etc. Et les ossements trouvés sont où maintenant? Alors, les ossements trouvés et tout le matériel archéologique va d'abord partir au laboratoire, à l'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis, qui va en assurer la conservation. Et puis l'équipe mixte de 3 partenaires qui fait la fouille fera l'étude dans les locaux de l'unité, donc dans les locaux de la ville, pour rendre un rapport commun en fait à l'ensemble. Là encore, chacun selon sa spécialité, selon son approche. Et chacun met au pot en fonction justement de cette répartition, spécialité et importance de la prise en charge de la fouille. Ce qu'on voit en bas,